Ici, Africa Media Agency Academy, pour avoir organisé ce webinaire et pour m'avoir aussi associé à ce webinaire. Je voudrais aussi saluer les 16 participants que je vois là. Bon, apparemment, il y a certains que je connais, donc je les salue tous. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. J'essaierai d'être assez synthétique pour permettre à ce qu'il y ait des échanges, vu que nous ne sommes pas nombreux. Il serait bien que, je crois que c'est 1 heure, non, Eric? Oui, nous avons 1 heure de discussion. Voilà. Donc, il faudrait que pendant ces 1 heure-là, chacun puisse dire quelque chose, vu que nous ne sommes pas nombreux. Donc, moi, je vais être assez synthétique pour nous permettre à chacun de pouvoir faire un commentaire, partager une expérience, poser une question qui va davantage nourrir la discussion et l'apprentissage. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter les choses que j'ai préparées. Vous voyez l'écran? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter c'est quoi ASCA et puis pourquoi ASCA a été créé. Alors, ASCA signifie African Science Communication Agency, donc Agence africaine de communication scientifique. Nous existons parce que nous nous sentons, je dirais, investis de la mission de promouvoir et valoriser les évidences scientifiques, tout ce qui est résultat de recherche, parce que nous croyons que cela peut aider à améliorer les connaissances, les savoirs et surtout les conditions de vie en Afrique. Et nous sommes conduits par les valeurs de vérité, dit ce qui est vrai, d'utilité, dit ce qui sert à la société et de simplicité. Donc, c'est cela qui nous permet d'être vus et de faire que la science aussi soit vue. Et nous souhaitons vraiment continuer à travailler pour que la science soit accessible à tous, pour que ce qui est complexe soit rendu simple, soit simplifié pour tout le monde, de sorte à ce que chacun puisse tirer profit de l'information scientifique et mieux orienter, mieux conduire sa vie. Donc, si dessous vous avez quelques références, quelques organisations qui ont eu à nous faire confiance et qui continuent de travailler avec nous, la direction des services vétérinaires avec qui nous préparons la journée mondiale de lutte contre la rage qui va se tenir le 28 de ce mois. Afriquan, avec qui nous faisons tout ce qui est promotion de l'approche Une seule santé. Un message pour tout ce qui concerne la sensibilisation sur les résistances aux antimicrobiens, la RAM, la GIZ, Earthworm et puis l'IRD avec qui nous faisons des formations sur la communication scientifique, mais orientées aux jeunes chercheurs ou aux étudiants. Alors, nos services s'articulent autour de ces 5 éléments-là, la formation, le conseil et la stratégie, la production de contenu, le journalisme scientifique et les relations publiques. D'ici l'année prochaine, nous allons intégrer un nouvel aspect qui est en lien avec l'organisation des événements scientifiques. Et déjà, nous sommes partenaires de certaines activités comme des congrès, comme des colloques. Et le mois, en novembre prochain, il y aura le congrès de santé publique à l'Institut national de santé publique. Et nous sommes aussi partenaires de cet événement-là. Alors, le thème qui nous rassemble, c'est sciences et médias. On va jouer un peu sur les mots, en commençant déjà par sciences et médias. Je vais vous présenter en un schéma comment l'information scientifique est produite. Alors, nous avons 3 zones. Je vais activer un pointeur. OK. Vous voyez la zone de légitimation, la zone de controverse et la zone de médiatisation. En ce qui concerne la zone de légitimation,
Euh, dans le processus de production de l'information scientifique, au départ, nous avons un chercheur qui se pose des questions. Comment ceci affecte-t-il cela? En quoi est-ce que ceci contribue-t-il à cela? Comment évaluer telle chose, etc. Donc, il se pose une question et il part à la recherche d'éléments de connaissances qui peuvent répondre ou qui peuvent donner des éléments de réponse à cette question. Pour ce faire, il va mobiliser différents outils qui vont être éprouvés ou qui ont déjà été éprouvés. Et il va aller sur le terrain, il va collecter des données, qu'il va analyser, qu'il va traiter et par la suite, il va obtenir des résultats qu'il va discuter et qui va discuter et après, il va publier peut-être soit un mémoire, une thèse, un article, un livre, etc. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le processus de collecte de ces informations-là est assez rigoureux, en ce sens qu'il ne laisse aucune place aux opinions et aux croyances. Tout doit pouvoir être vérifié. Et c'est à juste titre que le chercheur, quand il finit un travail, il est évalué par les pairs. Je sais qu'il y a certains étudiants qui suivent ce webinaire. Vos mémoires sont relues. Des observations sont faites par des gens qui vous ont déjà précédé dans le domaine. Et vous défendez vos idées, vous recevez des observations en vue d'améliorer et tout. Et donc, c'est déjà dans cette sphère-là, appelée zone de légitimation, que le chercheur s'inscrit dans un premier temps. Et tant que euh, une étude ou une recherche n'est pas passée au creuset de la validation des pairs, elle ne peut pas être publiée dans une revue scientifique. Elle ne peut pas être présentée à, euh, à un événement scientifique. Elle ne peut pas être, on va dire, acceptée parce qu'elle n'a pas suivi tous les maillons de la chaîne. Et donc, par rapport à ça, l'une des questions que les hommes de médias doivent se poser quand ils font face à une nouvelle étude, à une nouvelle recherche, à des nouvelles découvertes, etc., de nouveaux résultats de recherche, c'est de se poser la question, où est-ce que telle étude a été publiée? Est-ce que telle revue a un comité éditorial ou un comité de relecture, etc. Et vous voyez que dans la zone de légitimation, on a plus ou moins trois entités. On a le chercheur, on a les institutions et les revues scientifiques. Le chercheur, il appartient à une institution, ça peut être une université, ça peut être un centre de recherche ou un groupe de recherche. Et donc, à l'intérieur de ce groupe-là, déjà, il y a des discussions, il y a des travaux, on va dire, collaboratifs ou même multidisciplinaires qui emmènent à dégager un certain nombre de données et aussi d'interrogations, de perspectives. Et c'est pas après tout ça que cela est soumis dans les revues scientifiques. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Par contre, vous avez une zone dite de médiatisation. Mais la grande différence entre ces zones, c'est que les canaux de communication utilisés dans ces zones-là n'ont pas forcément les mêmes audiences. Au niveau des revues scientifiques, l'audience première est composée d'un public, on va dire, scientifique. Alors que dans la zone de médiatisation, les canaux qui sont mobilisés, notamment les médias et les appareils de vulgarisation, ont pour cible le public ou le grand public. Alors que dans la zone de légitimation, la cible, c'est premièrement les chercheurs et les personnes qui travaillent dans des institutions ou groupes de recherche. Et donc, on a déjà ces deux cibles et ces deux zones, pardon.
Vous allez vous demander, mais la troisième zone, c'est laquelle? C'est celle qui est au milieu, la zone de controverse. C'est la zone de discussion. C'est la zone qui permet de valider. C'est la zone qui permet de passer au creuset l'information avant qu'elle ne se retrouve à destination du grand public. Parce qu'une fois que c'est au niveau du grand public, on ne peut plus faire marche arrière. Mais le souci est que souvent, l'on saute la zone de controverse pour atterrir directement soit dans la zone de médiatisation ou dans la zone de légitimation. C'est ce qui sera appelé ligne de court-circuit. Et si vous avez observé plus ou moins pendant les forts moments de la COVID-19, on a eu beaucoup de lignes de court-circuit, en ce sens que des informations qui n'avaient pas été validées scientifiquement se sont retrouvées dans l'univers médiatique à destination du grand public. En ce sens que, euh, vu l'urgence, vu les préoccupations du moment, on n'a pas, que ce soit chercheur comme homme de médias, on ne s'est pas laissé le temps d'apprécier les informations et de les, et, ou comment dirais-je, on ne s'est pas laissé le temps d'attendre la validation de l'information avant de la publier. Et même au niveau des politiques qui avaient besoin de décider, de prendre des décisions. Pourtant, la recherche suivait son cours. Il fallait décider et par moments, on était dans des situations d'amalgame. J'aimerais bien peut-être après faire une étude sur l'évaluation de la consommation des racines ou des écorces de Nîmes dans le traitement de la COVID. Tellement on a vu des écorces d'arbres de Nîmes être arrachées. Donc, c'est bien de comprendre en fait cette zone-là où dit que il faut pas, il faut aller à point pour prendre l'extrait pour reprendre les mots de Jean de La Fontaine. Il vaut mieux partir à point, pas besoin de courir. Et la précipitation, en fait, va conduire à des dérapages. Alors que quand on a la certitude que l'information a été légitimée par les pairs et validée par un comité scientifique, on peut la diffuser, on peut la mettre à destination du grand public, mais tout en indiquant les limites de l'étude. Parce qu'il y a il y a pas d'études scientifiques qui a pour échantillon tout le monde. Les études sont parfois limitées. On parle de sites d'études. On parle de population d'études. Donc, faut faire attention à ne pas très vite mettre à l'échelle les choses. Donc, je pense que j'ai assez parlé sur ça. Science, là, on n'est plus dans science et médias, mais on est plutôt science versus médias, craintes et préoccupations. Alors, dans la slide qui suit, je vais énumérer ou présenter quelques craintes ou quelques préoccupations qui sont partagées à la fois par le monde des scientifiques comme par le monde des médiatiques, par le monde des médias. Ce n'est pas exhaustif et j'aimerais aussi qu'à la fin à la fin de ma présentation, vous puissiez aussi vous prononcer là-dessus. Mais c'est quelques éléments qui reviennent toujours ou fréquemment. Quels sont ces éléments-là? Du côté des scientifiques, ils craignent en fait que leurs études soient déformées. Donc, il y a une déformation des faits. Je donne un exemple. Euh, une molécule identifiée dans une tubercule de manioc, par exemple, et qui nous dit, et on nous dit que pareille molécule peut aider à soigner le diabète, par exemple. On dit peut aider. Donc, ça veut dire qu'il reste encore d'autres expériences, d'autres tests à faire. Mais on peut retrouver dans la presse une molécule permettant de soigner le diabète identifiée dans le manioc.
Quelle variété de manioc? Où est-ce qu'on trouve cette variété de manioc? Comment est-ce qu'on consomme ce manioc? En quoi est-ce que cette molécule-là peut effectivement soigner le diabète et quel type de diabète, etc. Il reste encore pas mal de questions sans réponse. Les scientifiques craignent également le sensationnalisme. Parfois, le monde des médias est préoccupé par ce qui pourrait faire le buzz, ce qui semble exceptionnel. Comme on dit souvent, dans le monde des médias, un chien qui mord un homme, ça n'a pas, ça a moins de sens qu'un homme qui mord un chien. Alors que en matière de science, on coupe pas vers le sensationnalisme. On dit ce qui est au moment de sa validité. Les scientifiques craignent une rapide mise à l'échelle. Des découvertes faites, par exemple, à Tabo, est-ce que facilement on peut les mettre à l'échelle, à l'étendue de l'Afrique subsaharienne? Et pourtant, il arrive que dans la presse, on, on constate ces rapides mises à l'échelle. Donc, voici quelques craintes que les scientifiques ont. Au niveau des journalistes, ils accusent à un moment les scientifiques de ne pas faciliter l'accès à l'information scientifique. Non, les chercheurs ne sont pas accessibles. Ce qu'ils produisent comme document est barbant, touffu de jargon. Les journalistes ont besoin de l'information assez rapidement, et surtout quand ce sont des quotidiens. Et avec même les médias numériques, l'information va si vite. Donc, ils ont besoin d'informations assez rapides. Alors que la démarche scientifique, euh, je ne dirais pas est moins rapide, mais prend parfois du temps pour s'assurer que ce qui sortira comme information est quelque chose de tangible. Les médias veulent équilibrer les points de vue, alors que ce n'est pas forcément ça, ça ne matche pas forcément avec l'information scientifique. Je donne un exemple tout bête. Il est démontré scientifiquement aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, si on réussit à vacciner plus de 70% des chiens, on peut faire un bond considérable dans l'élimination de la rage. Mais cette information, elle est validée scientifiquement. Il y a assez d'articles, de publications scientifiques qui le disent. Mais si on doit faire un équilibre de points de vue dessus, est-ce que ça ne remet pas en cause l'information clé ou la découverte clé qui est censée améliorer les conditions de vie des populations, qui est censée lutter contre une maladie? Science avec médias ou une collaboration. Alors, il faut reconnaître que les médias jouent un rôle très important dans notre société. En ce sens, ils permettent de, excusez-moi, connecter différentes entités, scientifiques, décideurs, grand public. Ils prennent l'information quelque part et la transmettent au, au- au grand public pour que celui-ci soit informé, devienne un citoyen tout en prenant des décisions basées sur les informations tangibles reçues. Donc, il y a là un véritable enjeu démocratique à rendre accessible, en fait, la science. Quand on regarde toutes les maladies auxquelles nous sommes confrontés, quand on regarde les besoins de développement, désolé, mais la recherche contribue de façon très importante à aller vers le progrès, à aller vers le développement. Mais si cette recherche-là n'est pas mise à disposition, n'est pas comprise, que ce soit par les politiques, les décideurs ou même le grand public, son application reste difficile, reste compliquée. Voilà. C'est un peu comme si on a fait une étude, on se rend compte que si on veut freiner l'avancée du changement climatique ou améliorer
le rendement agricole en matière d'agriculture dans telle commodité, il faut faire ci. On a l'information et on s'assoit là-dessus et on continue à regarder le monde ou bien l'environnement se dégrader. Donc, il y a là pour les scientifiques un bénéfice de redevabilité. Rendre à la société, rendre au public ce que le public a donné. Parce que c'est avec les communautés, c'est avec les sociétés, c'est avec le grand public que les recherches sont menées. Les gens les interrogent, les gens les observent, les gens leur soumettent des questionnaires, des guides d'entretien, etc. Et donc, c'est important après, même si vous avez publié dans des revues scientifiques, etc., de venir faire la restitution à ce public-là, ne serait-ce que par caution ou devoir moral. L'apport au changement social, parce que les innovations découvertes vont permettre d'améliorer un certain nombre de pratiques. Et aussi, le fait pour un chercheur de communiquer ses travaux l'expose ou le met en lumière d'une certaine façon, de sorte à pouvoir mobiliser un certain nombre de financements qui vont permettre de poursuivre ses recherches. Les journalistes, de leur côté, peuvent avoir des éclairages scientifiques quand ils doivent traiter des grands sujets d'actualité. Et souvent, ça manque malheureusement. Minimiser les rumeurs et avoir une information de qualité. Et au milieu de tout ça, qui gagne, c'est la société. On a un fort impact social. Alors, je vais vous remercier. Et là, vous avez les contacts d'ASCA. N'hésitez pas, que vous soyez journaliste ou scientifique, pour vos besoins de formation en communication scientifique, en journalisme scientifique, pour vos besoins de vulgarisation, n'hésitez pas à nous solliciter. Et d'ici là, pour vous qui avez suivi cette présentation, j'ai envie de dire cette brève et rapide présentation, vous avez la possibilité de poser des questions et de faire aussi partager aussi vos différentes expériences. Je vous remercie. Merci Emmanuel pour cette brillante et succincte présentation. Personnellement, j'ai beaucoup appris les trois zones sur, je vais dire, le fight on griffe entre les scientifiques et les hommes de médias, mais aussi sur la complémentarité. Parce que au-delà de tout, comme on l'a dit, les médias sont vraiment le vecteur, au fait, le canal par lequel les scientifiques aussi arrivent à vulgariser les différentes recherches qui sont faites. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cet échange-là et pour les idées que tu as partagées avec nous. Comme Emmanuel l'a dit, la parole est ouverte. Donc, je sais que présentement, vos micros sont fermés, mais les personnes qui aimeraient intervenir peuvent simplement lever la main et je pourrai leur ouvrir le micro ou directement poser leurs questions dans la box des questions-réponses pour ceux qui ne veulent pas parler. Mais en attendant d'avoir des questions, moi, je vais simplement revenir sur une question. C'est vrai, Emmanuel, tu as essayé de lister un peu je ne vais pas dire les problèmes, mais les défis auxquels les scientifiques et les médias sont confrontés. Donc, dans le fait de rendre les avancées scientifiques un peu plus accessibles à tout le monde. Mais moi, je vais essayer de localiser un peu la question. Si nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, vu que c'est le pays dans lequel nous sommes tous les deux, selon toi, quel est le défi auquel les médias ici sont confrontés dans le fait de rendre accessibles les avancées scientifiques auxquelles nous sommes confrontés? OK, déjà, il y a bon, la question de l'accès à l'information qui revient, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être surmonté. Surmonté déjà par la collaboration avec les institutions de recherche,
surmonté aussi par la formation. Je me suis rendu compte à certaines reprises que la façon avec laquelle les journalistes voulaient accéder à l'information n'était pas toujours la bonne. En ce sens que, je donne un exemple tout bête. Moi, je recommande chaque fois à un journaliste scientifique, à moins qu'il ne connaisse personnellement le chercheur en question avec qui il veut échanger, mais je recommande de toujours passer par le service communication. Pourquoi? Parce un chercheur qui est dans une institution, il a plus confiance quand le service communication le sollicite pour quelque chose qu'un inconnu, fut-il journaliste. Ça, c'est un élément. Un second élément, les chercheurs, ils publient des articles scientifiques. Alors, à défaut de chercher à entrer en contact avec le chercheur en question, on peut facilement entrer en contact avec ses publications, les lire et citer cela dans un article. Mais on est parfois, les journalistes parfois orientés vers l'entretien, l'interview, etc. Alors que ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours. Et donc, il y a le besoin de formation. Et je pense qu'on doit arriver à un stade où autant on a des journalistes sportifs, autant on doit avoir des journalistes scientifiques. Il y a déjà un réseau, une association qui existe en Côte d'Ivoire et qui fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est une initiative qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Pourquoi? Parce que tous les types de sujets ne se traitent pas de la même façon. Et pour certaines choses, il faut être assez spécialiste. Euh, Après cela, il y a une question, on va dire, de format ou bien, je sais pas, comment dirais-je, l'un des intérêts même pour la chose scientifique, parce qu'on a tout compliqué, babatif, etc. Et quand tu regardes le paysage médiatique en Côte d'Ivoire, il y a très peu qui font du journalisme scientifique. On tend souvent à confondre avec la rubrique société. Dans certains médias, il y a des journalistes qui s'essaient aux journalistes scientifiques et qui le font bien, ça encourage. Mais il serait bien d'avoir au fur et à mesure des spécialistes. Dans nos écoles de formation aux journalistes, on n'enseigne pas le journalisme scientifique, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. On n'enseigne pas le journalisme scientifique. De l'autre côté, auprès des chercheurs, il y a un travail qu'il faut continuer à faire, que ces derniers, là aussi, ne voient pas forcément les journalistes comme des ennemis, mais plutôt comme des collaborateurs. Donc, voici quelques éléments qui se présentent comme des défis, mais ma foi, peuvent être surmontés si on met l'accent davantage sur la formation et la spécialisation. Il y a une D'accord. qui est levée. Merci Emmanuel pour ta réponse. Je note que vraiment le principal défi auquel nous sommes confrontés, c'est la formation, déjà, la formation, parce que si le cadre, si les personnes qui forment le jeu sont bien formées, bien évidemment, le jeu se déroulera selon les règles. Monsieur Mapote Gay a levé la main, son micro est ouvert, vous avez la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez, Emmanuel? Oui, c'est Oui, bon. je vous entends Ça va bien. très bien. Alors, je voudrais juste poser, enfin, peut-être deux ou trois questions. Là où vous avez terminé tout à l'heure. Excusez-moi, si vous pouvez vous présenter un peu avant de poser la question, s'il vous plaît. Très bien. Je suis Merci. Maport Gay, je suis de Dakar. Alors, je suis journaliste de formation, directeur de publication de Infomedia 27, y compris aussi, j'enseigne le journalisme dans quelques écoles de formation de Dakar. Voilà, je voudrais juste poser deux ou trois questions. Là où vous avez terminé tout à l'heure, vous avez parlé d'un véritable enjeu démocratique. Alors, vous avez parlé des bénéfices, les bénéfices pour les scientifiques, tout comme les avantages pour les journalistes. Mais s'il y a bénéfices et avantages, forcément, il y a inconvénients. Alors, quels sont à ce niveau les inconvénients des scientifiques, y compris ceux des journalistes? Ça, c'est la première question. Alors, deuxième question, M. Emmanuel, vous avez parlé des trois zones. Alors, entre ces trois zones, quelle est la meilleure? Qui croire entre ces trois zones? Alors, autre chose aussi, vous avez parlé tout à l'heure que
les scientifiques accusent les journalistes, mais c'est la même chose aussi, les journalistes accusent les scientifiques, n'est-ce pas? Maintenant, qui croit? À qui fait confiance? Alors, troisième question, mon cher Emmanuel, vous avez parlé tout à l'heure des scientifiques, vous avez évoqué le problème des Covid, mais aujourd'hui, notamment sur le continent africain. Mais qu'est-ce qu'on fait constater que le politique prime sur les scientifiques? Autrement dit, par rapport à l'accès d'information des journalistes que vous avez évoqué, mais au lieu de donner la véritable information, mais c'est le politique qui domine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une toute dernière question. Aujourd'hui, quelle est la place réelle des scientifiques dans les médias, mon cher Emmanuel? Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mapoté. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un depuis Dakar. Je suppose que vous enseignez au CESTI, c'est bien ça? Non pas ceci, j'enseigne au CEFAS, Mm. à l'Institut Humain, à l'IMPG et à ISDB. D'accord. Faudra aussi partager dans le chat le lien de votre site web. On pourra Super, aussi en prendre connaissance et puis le partager, le lire au quotidien. avec plaisir. Voilà. Alors, vous avez posé des questions, je dirais, très pertinentes et j'aime bien parce que ça va nourrir davantage la discussion. Les avantages, pardon, les inconvénients pour les journalistes et aussi pour les scientifiques en matière de relations sciences-médias. Parce que si on gagne, c'est qu'il y a, si on gagne quelque chose, il y a risque qu'on perde aussi quelque chose, si j'ai bien compris. Et au niveau des trois zones, zone de légitimation, zone de controverse, zone de médiatisation, où est-ce qu'il faut accorder du crédit? Et enfin, on a l'impression que le politique domine, n'est-ce pas? Oui. Et par rapport à ça, que faut-il faire? Est-ce que j'ai bien capté les questions? Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Alors, en termes d'inconvénients pour journalistes et scientifiques, quelques éléments que je vais partager. Alors, vous voyez, vous savez que à partir du moment où une question se retrouve dans la sphère des médias ou se retrouve dans l'espace public, elle peut facilement devenir un sujet de débat public avec un certain nombre d'enjeux qui seront associés à cela. Et donc, partant du moment où cet enjeu-là est posé, on a une confrontation entre différentes entités qui constituent l'espace public, que ce soit les décideurs, que ce soit les lobbies, que ce soit les associations. Et de plus en plus, on trouve des associations, que ce soit associations de défense des droits de ceux-ci, etc., etc. Et le réveil de la médaille, c'est que chacune de ces entités-là va vouloir tirer la couverture vers lui. Donc, on a une information scientifique qui est mise à disposition du grand public, mais qui devient une sorte d'enjeu de pouvoir. Parce qu'en même temps, je donne un exemple tout bête, on veut promouvoir la protection de nos forêts. Et pour cela, certaines ONG organisent des campagnes, protection de l'environnement, etc. En même temps, on sait au niveau scientifique tout ce que la forêt peut apporter de bien et de beau pour nos conditions de vie, pour faire simple. Mais il s'avère que des études vont nous montrer que les méthodes agricoles, les pratiques agricoles du moment n'aident pas en fait à la sauvegarde des forêts et tendent à appauvrir le sol. Pourquoi? Parce que ces méthodes-là, les planteurs actuels utilisent beaucoup de produits chimiques, etc. Et l'achat ou la vente de ces produits-là, c'est des enjeux commerciaux. Je donne un exemple, j'essaie de donner un exemple terre à terre sans citer que ce soit. Et donc, voici qu'une information scientifique sort.
elle est l'objet de débats. D'aucuns, compte tenu de leurs intérêts, vont tenter de décrédibiliser cette information-là et vont jouer sur leur pouvoir de sorte à pouvoir, je vais dire, éteindre ou minimiser en fait l'impact ou la vérité scientifique. D'autres vont s'appuyer sur cette information-là pour pouvoir mener des campagnes, on va dire, davantage agressives pour que les pratiques agricoles du moment soient arrêtées sans être capables de proposer de nouvelles solutions. Et après, on a les décideurs et on a le public concerné, c'est-à-dire les agriculteurs et consorts qui sont au milieu et qui ne savent pas quoi faire et qui doivent prendre une décision entre leurs intérêts du moment économique et leurs intérêts, on va dire, à viser développement durable. Mais en fait, pour répondre à la question liée à l'inconvénient, c'est ce conflit-là, en fait. C'est ce conflit d'intérêts-là, en fait, mais qui, ma foi, fait partie aussi du débat, on va dire, démocratique. Et l'inconvénient, c'est de, je veux dire, perdre, en fait, la quintessence de l'information scientifique au profit d'enjeux de pouvoir, que ce soit commerciaux, que ce soit lobbyistes, que ce soit politique, etc. Pour la question, ça c'est un élément, certainement il y en a d'autres. Mais même pour un chercheur qui s'expose trop dans les médias, après il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce le seul expert de la chose ou est-ce la personne habilitée à le faire? Au niveau des journalistes, leur crédibilité est aussi engagée quand ils ne vérifient pas en fait quand ils ne suivent pas le processus de vulgarisation scientifique, ou bien comme par exemple, ils préfèrent solliciter toujours tel scientifique parce qu'ils ont une affinité avec cet individu-là. Mais est-ce que cet individu-là, il a mené des travaux sur la question? Est-ce que ce qu'il dit est assez pertinent ou il est contacté juste de par sa position ou de par son titre, sans même convoquer son expertise, ses travaux sur la question sur laquelle le journaliste investigue. Donc, il y a le risque aussi de, on va dire, perte de crédibilité à, à un moment. Et après tout, quand un flou grandit, quand un flou est fait, bon, le grand public commence à se méfier de la science, ce qui peut être considéré aussi comme un danger. Parce que quand on commence à se méfier de ce qui est scientifique, on va se réfugier dans ce qui est de l'ordre de la croyance et des opinions. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Au niveau des trois zones, alors, chaque zone a son importance. Et ce n'est pas pour rien que dans le schéma, les trois sont liés. Parce qu'on tire mieux ou beaucoup quand on prend de chacune de ces zones. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Il ne faut pas, en tout cas pour un journaliste ou pour quelqu'un qui est voilà, un citoyen lambda, il ne faut pas juste prendre, s'appuyer sur une zone et mépriser les autres. Pourquoi je le dis? Parce que si par exemple, il y a une étude qui sort, une étude qui est publiée dans une revue scientifique, vous pouvez la lire. Mais quand vous la lisez, vous la contextualisez. Et pour la contextualiser, pour mieux la comprendre, vous faites référence à votre environnement quotidien pour pouvoir dégager les implications. Et ça, vous allez vous référer, par exemple, à la zone de médiatisation, alors que vous avez commencé à vous informer dans la zone de légitimation. On sait, par exemple, qu'il faut vacciner les chiens. Je lis un article scientifique, mais pas de l'importance de la vaccination des chiens. Quand je finis, je pose des questions. Où est-ce qu'il faut vacciner? Combien ça coûte le vaccin? Etc., etc. Et ça, c'est dans mon environnement, c'est dans ma zone de médiatisation que je vais capter pareille information. Et même un journaliste qui traite un sujet pareil, quand il finit, le citoyen s'attend à des réponses concrètes, à des réponses concrètes, à des questions concrètes.
je vaccine où, combien ça coûte, etc., etc. Parce que le message scientifique, il est donné, mais il faut pouvoir le ramener sans le perdre, sans le détruire, sans le détériorer, le ramener à l'environnement de tous les jours. Et donc, pour moi, il n'y a pas... on gagne plus à apprendre de chacune des zones plutôt que de vouloir prendre une au détriment de l'autre. Parce que même le chercheur qui fait une étude, il ne la fait pas, on va dire, seul dans sa maison, dans sa tête. Il va sur un terrain. Et souvent, les médias jouent un rôle important en ce sens que, en présentant un certain nombre de situations, ça attire l'attention pour investiguer, pour mener un certain nombre d'études, d'enquêtes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, présentement, il y a une situation d'intoxication dans un village. C'est les journalistes qui alertent, qui donnent l'information. Mais ça va engendrer des études qui vont venir nous dire d'un point de vue scientifique les causes, les raisons de cette intoxication et nous donner des mesures de prévention qui par la suite seront aussi ramenées dans l'univers quotidien, dans l'univers médiatique pour qu'on ait cette information-là de sorte à mener des actions de prévention ou de sensibilisation. Par rapport à la troisième question, le politique domine, que faut-il faire? J'ai envie de dire, malheureusement, c'est lui qui domine. Mais déjà, on le sait, c'est pas le scientifique qui décide, même si par moment le scientifique devient politique, mais là, il porte la casquette du politique. Il fait un travail, il dit, voici ce qu'on sait, voici l'état de la connaissance. C'est aux politiques de décider. C'est aux politiques de décider. Mais logiquement, celui-ci doit décider en s'appuyant sur des évidences scientifiques. Et c'est justement pourquoi il est important qu'au niveau des médias et de nos journalistes, on doit davantage rendre accessible ce que les scientifiques font. De sorte à ce que le décideur, le matin, quand il lit son journal, il a des informations qui sont basées sur des évidences qui peuvent lui permettre de prendre des décisions assez pertinentes, assez pragmatiques, qui sont basées sur quelque chose de solide. Parce qu'après tout, c'est à lui que revient la décision, le pouvoir de décider. Mais on doit l'aider à pouvoir prendre des décisions, on va dire, bonnes, qui s'appuient sur des évidences. Et pour ça, nous, hommes de médias, nous, journalistes, on doit faire un travail auprès des scientifiques. Voici ce que je peux dire en termes d'action à mener pour ne pas que le politique décide, j'ai envie de dire, excusez-moi de l'expression, dans le billard. Exact. Pour le cas du Sénégal, certainement, il y a eu une période où l'on cherchait à tuer tous les chats, ou je sais plus, c'était les chats ou bien les rats. Ouais, Est-ce que c'était ça la solution? Voilà. Les chiens, ouais. Voilà. Parce Ouais. qu'il y avait un certain, je crois que c'était des cas de rage qui augmentaient. On a cherché à tuer tous les chiens. Mais est-ce que ça a eu l'effet? Parce que le décideur, il a pris la décision comme ça. Bon, comme ce sont les chiens qui envoient la rage, tuons-les. Ouais. Mais la science nous dit que c'est vrai, c'est le chien qui est le réservoir de la rage, mais la solution n'est pas dans le fait de le tuer. La Enfin, solution, là, ce sont les chiens qui sont dans les rues, quoi. voilà. Mais même les chiens qui sont dans les rues, je t'assure qu'ils ont des propriétaires. C'est parce qu'ils ne sont pas bien entretenus qu'ils se retrouvent dans les rues. Ouais. Donc, voici un peu ce que je peux dire, ma côté, par rapport à tes questions que j'ai trouvées vraiment assez pertinentes. Je te remercie pour ces questions. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ces réponses. Merci à ma pote Gay pour ces questions. Monsieur Koulibaly, avant de vous donner la parole, Lossin Kofi Kwaku avait levé la main avant vous, donc je lui ai ouvert le micro. Lossin, vous avez la parole. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. On Parfait. m'entend? C'est bon, ouais. Ok, au fait, c'était plus en termes de contribution, notamment pour mes confrères journalistes et ceux qui le sont moins. Je vais commencer par la fin, essayer d'aller vite comme on n'a pas assez de temps, si vous me le permettez. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est profession libérale, donc notamment journaliste comme scientifique,
est réglementé avec une déontologie. Et parlons du point scientifique en particulier. Les communications scientifiques sont très sensibles, au fait, et c'est encore plus compliqué pour le journaliste, je vais dire lambda, en termes de traitement de ces informations, dans la mesure où, à la base, dans toutes les formations journalistiques, un journaliste est à la base, il est généraliste. Après, soit il a une appétence pour un domaine, soit il se forme dans le domaine, soit il vient d'un domaine précis et il a décidé de devenir journaliste. Donc, pour un journaliste, comme vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de l'alerte, c'était intoxication, ou je ne sais plus, en Côte d'Ivoire ici, voilà, de l'intoxication. En traitement superficiel, je vais dire faits divers, faits de société, peut-être que ça va. Mais si, par exemple, ce journaliste-là, vous parlez de formation justement qui est très juste, doit aller traiter cette information en profondeur, quitte à mener une réelle enquête, des vrais dossiers avec les communications qu'il a reçues, des communications peut-être du niveau de lancer, vous savez, le niveau qu'il y a en termes de traitement d'informations qui circulent là-bas. Est-ce qu'il est outillé pour justement pouvoir absorber ces informations, les comprendre et les rendre de manière la plus claire et compréhensible possible pour le lecteur, le spectateur, la population lambda? Je pense que c'est un peu ça la problématique qu'on a, le côté déontologique et le côté de technicité, on va dire ça comme ça. Donc, pour aller dans votre sens, et je vais essayer d'éviter le côté politique parce que ça encore, c'est autre chose en, en termes d'information, parce que ça sera toujours orienté par rapport à des stratégies, des volontés politiques, à tort, à raison, ou aussi une pression qui est pour nous ne pas alerter la population. Si tu alertes la population à tort, tu vas avoir des problèmes. Donc, comment on fait justement pour créer, comme vous avez dit justement, ce lien de manière équilibrée au-delà des formations? Parce que le journaliste aura beau lire du lancer, citer, quoi que ce soit, s'il n'a pas, comme on dit dans le jargon, un réseau de sources vérifié et vérifiable, donc des professionnels qui ont de la bouteille ou qui ont une certaine expertise où il peut comparer, il sera toujours, si vous voulez, si on va vraiment sur des papiers scientifiques poussés, il aura toujours un point où il ne pourra pas aller de l'avant. En sachant qu'en plus, pour terminer mon point, le domaine scientifique est très vaste. Comme on parle en ivoirien, il y a spécialité dans spécialité. Voilà. Il y a le cardiologue, il y a le chirurgien, il y a le physicien, il y a le gars de physique nucléaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que autant nous devons faire attention un peu à ce qui se passe en termes de sciences, de technologie et autres, ce qui se passe dans notre environnement immédiat, voire plus loin, autant je pense que les scientifiques gagneraient à venir vers les journalistes comme à tort à raison, ça a créé polémique à l'époque, le docteur Raoul l'a fait, à tort à raison, mais peut-être que par rapport à un moment, il a senti qu'il avait une responsabilité à prendre par rapport à des choses qu'il avait constatées, qu'il écœurait, qu'il trouvait dangereux, et de toute manière, c'est pas la première fois qu'il le fait. Pour ceux qui connaissaient docteur Raoul d'avant, sa réputation le précède. C'est pas la première fois que face à une situation, il prend ses responsabilités à titre personnel. On ne demande pas à tous les scientifiques d'agir autant, mais je pense que si les scientifiques ont cette facilité à aller naturellement, prendre le temps. Quand on parlait d'interview, c'était un peu ça. Hein. Quand on dit d'interview, ce n'est pas forcément question-réponse. C'est le fait de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un, lui poser des questions de manière lambda et qui nous explique, nous, les petits là, qui ne sont pas scientifiques, de la manière la plus simple possible. Ça a commencé par A plus B égale à C. Pourquoi C induit tant, étape par étape, étape par étape. Ça fait que après, quand cette personne-là va aller, à partir des informations, faire son enquête ou son dossier, ou s'appuyer sur des informations ou autres, il a un canevas plus clair de la situation. Il sait quelle information aller chercher, la traiter, et surtout, il le comprend de manière mieux parce qu'il y a, on va dire, il y a un voile qui a été levé. Sans entrer dans la technicité, puis il ne va pas devenir docteur en philosophie ou tout ce qu'on veut du jour au lendemain, mais il y a un voile qui a été levé qui va lui permettre de traiter ça de manière plus simple. Donc, sans trop m'attarder, je pense qu'autant on doit aller vers eux, mais eux aussi, comme ils ont peur, ils ont leur raison hein, dans l'écosystème médiatique dans lequel on est, ils ont peur que leur parole soit déformée et autres. Autant je pense qu'il faudrait, comme l'initiative que vous avez eue justement, de créer cette relation-là, cet écosystème qui rende la relation entre les scientifiques, toutes disciplines confondues,
et les médias de manière générale plus simple. Donc, c'était juste ma petite contribution que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup. C'était une contribution assez pertinente. C'est vraiment à saluer. Et moi, je retiens déjà formation. Formation en ce sens que au départ, on est généraliste, mais certaines réalités doivent emmener à se spécialiser. Et ces Mhm. spécialisations-là vont demander une formation continue, un renforcement des capacités continues ou bien on provient d'un domaine, d'un champ d'expertise particulier et on décide de devenir journaliste. Deuxième chose, c'est la curiosité. Parce que quand vous citez par exemple Lancet, on peut ajouter Nature et autres, mais là, c'est juste avoir comment on dit, cette qualité de curiosité intellectuelle qui emmène à aller lire des documents scientifiques, qui emmène à aller lire des revues scientifiques. Il y a 2 semaines, à Yamoussoukro, pour des journalistes scientifiques, j'ai animé un module de formation sur les techniques de collecte et de traitement de l'information scientifique. Et à l'intérieur, sciemment, j'ai essayé de présenter comment un article scientifique se présente et comment est-ce qu'on peut capter le message clé là-dedans. Et donc, il faut être curieux pour pouvoir lire tout ça et puis dégager l'information clé. Troisième élément, c'est le temps de traitement. Alors, vous voyez que ce travail, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est clair qu'un article de journaliste scientifique pur et dur aura du mal à s'accommoder un quotidien. Mhm. Parce que, bien évidemment, c'est de gros efforts, c'est de gros moyens, c'est du temps que ça prend. Et si on fait la course contre la montre, on risque aussi de déformer un certain nombre de choses. Et pour revenir au cas de l'intoxication, oui, il y a l'alerte comme fait divers, bon, même pas fait divers, fait de société, mais en même temps, on commence à investiguer en se donnant le temps qu'il faut, en collectant les informations qu'il faut. Parce que même le fait d'aller interroger un scientifique, il ne faut pas aller interroger un scientifique sans avoir mené aucune recherche au préalable. Mhm. Bien sûr. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a des chercheurs, tu leur demandes, que je connais, tu leur demandes Mhm. de te définir telle maladie. Il n'a même pas envie de te répondre parce qu'il a déjà écrit une dizaine d'articles là-dessus. Mais quand tu viens, tu lui dis, dans votre dernier article, vous avez fait cas de ceci, ceci. Est-ce que vous pourrez pas, est-ce que vous pensez que cela c'est applicable ou bien comment vous pensez que cela peut être implémenté, etc. Il est tout de suite ravi de te répondre. Parce qu'il se Mhm. dit, mais ce gars-là, il a lu mes travaux, il s'intéresse à ce que je fais. Et donc, voilà, tout ça, ça demande du temps, comme M. Kofi l'a dit, et aussi euh, de la formation et beaucoup de curiosité. Curiosité parce que, comme il a si bien dit, il y a différents champs d'expertise. Voilà. Il y a différents champs d'expertise. Et pour des cas donnés, il y a différents types de spécialistes aussi. On ne va pas aller interroger tout le monde. Même au niveau de la médecine, il y a la médecine du sport aussi, et puis il y a d'autres, par exemple les cardiologues, etc. Il y a les pédiatres et autres. Donc voilà, en fonction de la réalité, se tourner vers la personne adéquate. C'est pourquoi souvent je dis c'est important de se tourner vers le service communication de l'institution de recherche. Parce qu'en son sein, ils pourront mieux vous indiquer la personne vers qui aller et établir le contact. Mais par vous-même, vous n'avez pas toujours les éléments, surtout si vous n'avez pas fait de recherche préalable. Parce que souvent, on voit quelqu'un qui, on va dire, qui a un griffe qui est très médiatique, on se dit, ah, lui, il pourrait intervenir dessus. Mais ce n'est pas son caractère médiatique qui lui donne un champ d'expertise ou de légitimité sur telle question. Mhm. Mhm. Merci Lucien, merci Emmanuel pour ces contributions. Je donne la parole à Monsieur Koulibaly Chek. Vous pouvez ouvrir maintenant votre micro. Ouais, allez-y. Ok, bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, Merci Alain. encore une fois pour l'occasion que vous me donnez là pour m'exprimer. Et je tenais déjà à remercier M. Emmanuel Dabo pour voilà, son exposé, vraiment, voilà, les points clés vraiment qu'il a abordés. Et il faut dire que j'ai une Euh, On a un peu de difficultés à vous entendre. ça va, il y a du mieux.
Bah, moi, à mon niveau, c'est encore difficile. Emmanuel, vous arrivez à l'entendre? Au départ, c'était bon. Je ne sais pas si c'est éloigné de son micro ou bien il a trop rapproché. Ah, ok, Voilà, C'est c'est bon. parfait. bon, ma question ici, elle se situe au niveau des résultats de nos recherches que nous effectuons voilà, dans nos universités publiques en Côte d'Ivoire, particulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà, le constat que moi j'ai fait, c'est que, à part les articles scientifiques, voilà, que ce soit les thèses de doctorat, les mémoires de master, des licences et autres, ces résultats sont malheureusement mis au placard, voilà, ne sont pas vraiment publiés. Donc, la question ici est de savoir qui sont vraiment les véritables responsables du fait que ces résultats ne sont pas vraiment publiés, parce que ça peut en réalité aider également le grand public quant à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Donc, moi, je demande comme ça à M. Emmanuel Dabo, qu'est-ce qu'il faut faire face à une telle situation? Bonne question. Déjà, premier élément, Monsieur Lossin avait parlé d'éthique et déontologie propre à différentes professions. Et pour des universitaires qui viennent de soutenir leur mémoire ou leur thèse, je pense que leur université a déjà un certain nombre de règles à suivre en matière de communication ou de vulgarisation. Donc déjà, il faudrait prendre connaissance de cela. Autre chose, souvent vous réalisez vos mémoires ou vos thèses dans le cadre de projets qui sont financés par des bailleurs, par des partenaires. Ceux-là, ils ont aussi comment on va dire, leur mot à dire parfois dans ce que vous allez faire. Donc, il faut prendre connaissance de cela. Parce que souvent, on pense que c'est notre travail. Sur la première de couverture de vos travaux, il y a d'abord le logo de votre université. Avant même qu'on ne mette votre nom. Donc, il faut prendre connaissance des règles de l'institution d'abord. Deuxième chose que je peux dire, le mémoire ou la thèse est un premier élément. Après, il faut publier dans des revues. Il faut publier dans des revues. C'est plus facile pour un journaliste de lire un article de 4 ou 8 pages que de lire une thèse de 300 pages. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il faut travailler aussi de concert avec votre institution dans la vulgarisation de vos travaux. Il y a des événements comme par exemple la CEFRI, semaine de quoi, la formation recherche, j'ai oublié, mais où ce sont des moments de vulgarisation. Il faut travailler de concert aussi avec votre université pour voir dans quelle mesure le travail qui a été fait peut être vulgarisé, ne serait-ce que par un article sur le site web, ne serait-ce que par un communiqué de presse qui est diffusé auprès des journalistes. Et AMA, African Media Agency, peut très bien aider en ce sens. Donc, ça, c'était la pause pub. Peut très bien aider en ce sens. Donc, voici un troisième élément, travailler de concert avec votre institution pour pouvoir identifier ou explorer les pistes de vulgarisation de votre travail. Vous aussi, en tant que chercheur, participez aux conférences, participez aux colloques, allez présenter vos travaux là-bas. Et quand vous partez, invitez des journalistes. Invitez des journalistes. Moi, j'aime bien recommander aux journalistes d'aller aux événements scientifiques parce qu'aux événements scientifiques, ils peuvent rencontrer le chercheur vis-à-vis, face à face, et en même temps échanger avec lui. Exposer un poster, par exemple, de sorte à ce que celui qui passe puisse regarder, vous poser des questions. Ça aussi sont des moyens de vulgarisation. Maintenant, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Il y a certains médias qui existent qui ne vous demandent pas de passer par un journaliste, un blog, un compte sur Twitter, une page Facebook, un compte sur LinkedIn, une chaîne YouTube. Bref, il y a tellement de canaux aujourd'hui en ligne qui peuvent permettre de vulgariser les travaux. Moi, je suis certaines chaînes. Il y a une dame, une jeune chercheuse au Ghana qui est vétérinaire. Elle fait de petites vidéos de 30 secondes, 1 minute où elle explique des concepts. Sur Twitter, je connais pas mal de chercheurs qui, lorsqu'ils vont à des conférences scientifiques, ils passent leur temps à faire des tweets. Et pour la petite histoire, moi-même, une fois, j'ai fini de lire un livre
Et quand j'ai fini, j'ai fait un tweet où j'ai écrit lecture achevée et une synthèse en fait de ce que j'ai retenu du livre. Et j'ai identifié l'auteur du livre, qui est un chercheur en communication en Belgique. Moi, j'ai acheté le livre à Abidjan ici, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai lu son livre, j'ai fait un tweet. Et le voici qui répond à mon tweet me disant qu'il est très heureux de voir que son livre est arrivé jusqu'à au-delà des frontières européennes. Et en même temps, on se met à échanger par rapport à des questions que j'ai eues pendant la lecture de l'ouvrage. Donc, voici encore un autre élément qui est à votre portée. Mais quand vous le faites sur la base de ce que vous avez, sur la base de ce que vous avez mené comme étude, de ce que vous avez mené comme travaux. Il ne faut pas aller se jouer les monsieur, je sais tout, monsieur, je connais tout et euh, intervenir sur mille et un sujets à la fois. Donc, voilà, pour résumer, voici 4 ou 5 éléments là qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Et puis aussi, soyez ouverts, parce qu'il peut arriver que des journalistes vous sollicitent. Soyez ouverts, répondez favorablement. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre domaine, orientez vers quelqu'un et puis faites la mise en relation. Ne dites pas, je ne peux rien dire sur ce sujet, point barre. Non. Certainement, vous pouvez connaître quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous pouvez établir le contact entre lui et le journaliste en question. Et puis, vous êtes dans des facultés. Bon, je vais m'arrêter sur ça. Vous êtes dans des facultés, vous avez des associations d'étudiants. Organisez aussi des événements. Ça fait partie comment je vais dire, des raisons d'une association. Ne faites pas seulement des associations pour gréver. Organisez aussi des événements pour vulgariser, pour partager ce que vous avez eu à faire, pour venir montrer vos expériences, etc. Et vous allez voir que si comme vous commencez et que ça grandit, vous allez même avoir des financements pour ça. Merci Emmanuel. Je pense que M. Koulibaly a pris bonne note des différentes suggestions qui lui ont été faites. Moi, je vois plus de main levée ici et aussi le temps qui nous était imparti on l'a excédé. Donc, je vais déjà te dire merci et te donner la parole pour ton mot de fin avant de conclure. Alors, merci à African Media Agency d'avoir organisé ce webinaire. Merci de m'avoir associé. Ça me fait plaisir parce que ça me donne une autre lucane pour en griffe continuer à prêcher le discours de l'information scientifique. Merci à tous les participants, notamment et de façon plus spéciale, tous ceux qui ont eu à poser des questions. Malheureusement, je n'ai pas entendu de voix féminine. Mais elles sont là, hein. Elles sont connectées, les Je dames. sais qu'elles sont là, c'est juste que je ne vais pas dire les noms. Mais Il y a pas... je les salue chaleureusement. Et pour les étudiants qui sont là, le journalisme scientifique, c'est un créneau, c'est un domaine important. Nous vous invitons à l'explorer. Pour les journalistes scientifiques ou journalistes tout court qui participent à ce webinaire, nous les encourageons également à s'intéresser davantage, à continuer dans dans ce élan-là. Voilà. Merci. Et puis voilà, nous sommes toujours disposés, disponibles pour continuer. Je n'ai pas envie de dire ce combat, ce n'est pas un combat, c'est une mission. Poursuivre cette mission-là, de sorte vraiment à avoir une société qui a un esprit critique, qui est intéressée par les choses qui concernent l'intellect et puis qui prend des décisions sur des choses, on va dire, évidentes et non pas dans le billard. Merci bien, Emmanuel. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation ce jour. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir partagé ta connaissance, ton savoir avec toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Je rappelle juste que le webinaire a été enregistré, donc nous allons le partager avec les personnes qui étaient présentes, mais celles aussi qui se sont inscrites ou qui n'ont malheureusement
pas pu participer à ce webinaire. Pour ceux qui nous connaissent aujourd'hui, nous, AMA Academy, nous sommes donc la branche CSR de African Media Agency, qui est une agence de relations publiques panafricaine sur tout le continent. Mais au niveau de AMA Academy, nous sommes donnés pour mission de renforcer les capacités des professionnels des médias et aussi des professionnels de la communication. Donc, chaque mois, nous tenons un webinaire et nous alternons. Donc, nous faisons des webinaires en français et des webinaires en anglais. Le mois prochain, nous aurons un webinaire en anglais et ce webinaire portera sur le journalisme des données. Donc, comment utiliser les données dans les articles journalistiques, c'est aussi un point qui est intéressant et qui est revenu au cours des différents entretiens que nous avons eus avec les différents journalistes hommes de médias. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu en ce jour. On espère que les prochains webinaires, vous serez présents. Emmanuel, moi, je te dis merci et je ne peux que dire que nous allons avoir certainement une autre session. Je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, mais voilà, on fera l'effort d'avoir une autre session pour encore continuer à prêcher cet évangile-là de la communication scientifique. Parce que tout ce que nous faisons est basé sur la science, toutes les avancées, même là, Emmanuel n'est pas, nous ne sommes nous-mêmes pas dans les mêmes bureaux, je dirais, comme ça, dans les mêmes lieux, mais nous arrivons à tenir ce webinaire-là. Donc, c'est grâce à la science. Donc, il faudrait que par derrière aussi, nous puissions valoriser tout ce qui est acquis scientifique. Merci à vous. Vous recevrez par email la date et le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Mais d'ici là, je vous demande de nous suivre sur nos différents comptes sociaux, que ce soit African Media Agency, que ce soit AMA Academy, mais que ce soit aussi ASCA. Emmanuel Dabo sur les différents réseaux, vous le retrouverez. Vous pourrez lui envoyer des invitations. Il est vraiment ouvert et je sais qu'il vous répondra il répondra à vos différentes préoccupations. Merci à tout le monde. Ce fut un plaisir pour moi de modérer ce webinaire. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir.